Mesdames et messieurs, la France va mal. Après l'éviction d'un énième Premier ministre qui a décidé de se reconvertir en tant que consommateur invétéré de Burger King. Là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. J'ai pour mission, afin de redresser la France, de vous parler de ces automobiles qui sont encore fabriquées en France. Oui, il en reste encore de nos jours. Je vais vous renseigner mon avis qui sera noté entre 1 et 5 points d'intérêt. Ça restera totalement personnel, mais ça vous permettra d'avoir une idée de ces véhicules qui sont donc fabriqués chez nous. Nouveauté sur YouTube, l'apparition des boosts. N'hésitez pas si vous êtes sur mobile ou tablette à donner de la force à la vidéo. Merci beaucoup. On va commencer chez un constructeur français un petit peu premium qui est bien revenu ces derniers temps. D'ailleurs, Alpine fête ses 70 ans déjà. 70 ans d'une carrière assez mitigée quand même pour ce constructeur. Il y a eu des hauts et des bas. Actuellement, on était plutôt dans le haut. Après, à voir à l'avenir si ça va continuer dans cette direction avec les futurs modèles Alpine qui prêtent peut-être un petit peu plus à débat. Donc forcément, une Alpine A110, c'est made in France. Et bim, on peut encore configurer notre Alpine A110. Et selon les dires de beaucoup de personnes qui ont eu la chance, l'honneur d'essayer ce véhicule mythique, déjà mythique de l'industrie automobile française, l'Alpine A110, c'est une référence absolue. Il y a quasiment plus de concurrence. Le mieux, c'est de la prendre en version basique. Et oui, c'est étonnant parce que la version basique va être la plus pure finalement dans son approche et aussi la plus marrante. Parce qu'elle sera peut-être un petit peu moins ferme, ce qui permettra aussi à cette auto de se montrer plus joueuse. À partir de 65 000 € avec quelques options, forcément le bleu Alpine il le faut, 2150 €, on arrive rapidement à 70 000, voire un petit peu plus. Malgré tout, c'est ça qui est fou. Aujourd'hui, en plus pour une auto made in France, forcément l'Alpine A110, une Alpine c'est made in France encore aujourd'hui, et ça fait vraiment plaisir. C'est un must incomparable. On va regarder quand même ces peintures, regardez comme elles sont belles. Par contre les tarifs, 5500 €. Orange Acropolis 5500 €, 5500. Orange Corail, oh là là, moi j'adore. Vous savez, j'aime bien le orange. Oh là là, c'est exceptionnel. Après, c'est beaucoup trop cher. On la prend avec ce bleu à 2150 €, c'est déjà bien assez. Et forcément, pour l'Alpine A110, j'ai pas eu l'honneur malheureusement de l'essayer. J'espère, je pense qu'un jour ça arrivera. De tout ce qu'on a pu lire dessus, en plus c'est made in France, c'est même pas si cher que ça compte tenu du produit absolument exceptionnel que c'est. C'est 5 points d'intérêt directement, une masterclass, un véhicule déjà culte de nos jours. On va rester chez Alpine, parce qu'il y a aussi l'Alpine A290. Je préfère étonnamment la Renault 5, ou pas étonnamment d'ailleurs, parce que d'un point de vue esthétique, je trouve que la R5, elle est quand même plus élégante. On sent que le design de la R5, tout a été travaillé pour nous offrir quelque chose de très cohérent, de très esthétique, très clin d'œil, tout simplement. Et ici, bon, je trouve que ce qui a été rajouté, c'est pas très beau, c'est assez grossier, c'est même presque un petit peu vulgaire. On va être avec une version électrique 180 chevaux. Après, on va pouvoir augmenter aussi. Alors, on va essayer de se la prendre déjà en bleu Alpine. Après, on peut avoir bleu Alpine, toit noir. Bon, toit bleu, c'est bien aussi. 900 €, c'est un petit peu moins cher. On la customise rapidement. Ça va vite arriver à plus de 40 000 €. Là, on est en GT. Donc c'est la version 180 chevaux. Mais il y avait aussi des versions un petit peu plus puissantes. Par exemple GTS 220 chevaux. C'est tout simplement le moteur de la Mégane E-Tech. 6 secondes 4 le 0 à 100. C'est pas dégueu du tout. 361 km d'autonomie WLTP. Ça c'est valable si vous asthmatez pas comme des gros barjots. Allez, en point d'intérêt, on va lui mettre 4 sur 5, ce qui est déjà vraiment bien, parce que malgré tout, ça reste une bonne auto. Mais c'est vrai que comparé à la R5, elle va moins mettre ce grand coup de pied dans la fourmilière, là où la R5, je trouve qu'elle est plus marquante. C'est quand même pas mal, et ça fait plaisir de savoir que toute la gamme Alpine, parce que pour aujourd'hui, il n'y a que ces deux véhicules, toute la gamme Alpine est made in France. Et vous allez voir que c'est pas le cas des autres constructeurs qu'on va aborder dès à présent, à commencer par l'autre constructeur un petit peu premium. On va parler, bam, de DS. Et alors DS, quand même, il y a un mini coup de gueule à apporter. Ce qu'ils souhaitent créer, c'est de promouvoir le Made in France, la classe. La DS numéro 8, ils nous la vendent
comme l'héritière, la véritable héritière de la DS originelle. Bon, ils ont même pas été fichus de la fabriquer en France. Elle est fabriquée en Italie, cette DS numéro 8, au même titre que la DS numéro 4. D'ailleurs, ça m'énerve avec leur numéro, là, ils se prennent pour des parfums Chanel, ces zouaves de chez DS. Il ferait mieux de se concentrer sur d'autres points. Et donc, la DS numéro 4 est fabriquée en Allemagne. Oui, oui, alors ça, c'est vraiment aussi incompréhensible. Il y a quand même deux DS qui sont fabriquées en France, la DS3 Crossback et donc la DS7 Crossback. Bref, il s'appelle plus Crossback aujourd'hui, vous avez compris. On va commencer par parler de la DS3. Ah ça, pour mettre des éditions limitées, ils sont forts, hein. Jules Verne, édition France. Allez, on va prendre l'édition France pour voir ça. Forgé dans l'élégance. La plupart des tarifs seront quand même assez énervés. Je pense que sur ce type de véhicule, hein, de toute façon, c'est le marché, même si moi, je suis complètement déconnecté de tout ça. La plupart de ces véhicules, finalement, ils ne se vendent pas, ils se louent, hein. Donc là, vous voyez, vous avez le loyer à partir de 290 € par mois. Après, moi, je trouve la DS3, hein, même si forcément, du coup, ça encourage moins la fabrication de nouveaux véhicules, mais d'occasion, ça s'est pris une telle tartasse que je vous recommanderais soit de l'acheter en occasion, soit en loyer, parce que sinon, vous allez énormément y perdre. Donc la DS3, là, elle est magnifique, hein. Le but, c'est de pas non plus jouer à chaque fois avec les configurateurs, c'est plus de vous parler des véhicules en eux-mêmes. Moi, je trouve que c'est une voiture qui a osé. Après, quand on ose juste pour oser, est-ce que c'est véritablement pertinent? Bah ça, je vous laisserai me dire tout ça depuis l'espace des commentaires. Ce qui est sûr, c'est que comparé à son aïeul, elle fera moins l'unanimité, là où la première DS3, bon, c'était quand même hyper chouette, hein. Ici, ils ont quand même gardé, vous voyez là, cette espèce d'aileron de requin au milieu du profil du véhicule qui donne un aspect très bizarre sur une voiture 5 portes, là où ça marchait très bien sur la DS3 première du nom. Moi, je suis le premier à me plaindre du fait que la plupart des véhicules actuels se ressemblent. Au moins une DS3 Crossback, c'est peut-être pas le plus ergonomique, c'est peut-être pas le plus travaillé, mais au moins, ça ne ressemble à quasiment à rien d'autre sur le marché, même dans la catégorie des SUV. Après, quand même, on va parler des motorisations. Les essences, vous enlevez. L'électrique, ça peut être sympa. Les hybrides, c'est pareil, c'est quand même très moyen dans l'ensemble. Niveau habitabilité aussi, c'est clairement pas la folie. Bref, il faudra quand même être fan de son look. Ça peut être le cas. Et si c'est le cas d'ailleurs, ça pourrait potentiellement être une alternative, pourquoi pas intéressante, dans une catégorie qui est vraiment surpeuplée. C'est vrai que ce DS3 Crossback a pas mal de défauts, mais aussi des qualités, ce qui en fait un véhicule un peu à part, à la marge. Et ça, moi, vous savez que j'aime bien ces véhicules qui sortent au moins de l'ordinaire. Donc pour tout ceci, moi, je lui mettrai 3 points d'intérêt à ce bon vieux DS3 Crossback. Il est sorti un petit moment, hein, il me semble qu'il avait été présenté en 2018. Et pour le coup, je trouve que son design reste encore d'actualité. Alors que pour le DS7, je trouve qui commence un petit peu à faire son âge. Alors, le Blue HDI, c'est pareil, vous prenez pas. La plupart des motorisations, vous ne prenez pas. Les hybrides, de toute façon, chez Stellantis, vous prenez quand c'est à partir du 1,6 litre. Le 1,6 litre THP, mais qui a été à force un petit peu fiabilisé comparé à des PureTech toujours aussi catastrophiques. Donc le DS7, c'est quand même le véhicule emblématique. Moi, ce que je vais reprocher à ce véhicule, c'est que je trouve qu'il ressemble énormément à l'Audi Q5, peut-être un petit peu trop. L'intérieur, il était de qualité, il est toujours de qualité. Je dis il était parce que pour moi, ce véhicule, il est quand même vraiment ancien. Pour moi, il est sorti en 2017 de mémoire. Ensuite, moi, cette signature lumineuse, là, je trouve ça pas spécialement réussi, hein, c'est très vidalesque d'ailleurs. Ce véhicule, si vous omettez sa fiabilité plus que moyenne, c'est quand même un gros sujet, c'est plutôt une bonne auto. Allez, on va lui mettre 3,5 points d'intérêt, et au moins, à la différence d'un DS numéro 8 ou même de la DS9 qui était made in China, catastrophique, au moins il est made in France, ce bon vieux DS7, mais je trouve que c'est quand même vraiment un mauvais signal qu'envoie DS à fabriquer ces nouveautés dans des pays, certes c'est des pays européens, mais fabriqués en France, DS. Alors vraiment, s'il y a un constructeur français qui devrait fabriquer en France, c'est DS. Un autre constructeur français qu'on connaît bien, c'est Citroën. Et alors Citroën, c'est bien simple, aujourd'hui, il ne fabrique plus qu'un seul véhicule. Oui, oui, le tout nouveau C5 Aircross. Il y a les tarifs qui sont tombés. Allez, on se prend le max. Moi, vous savez, il y a une chose que j'aime avec ce véhicule, c'est pas du tout sa motorisation hybride 145 chevaux qui est mauvaise, hein, qu'on se le dise. L'hybride 195 chevaux, c'est mieux parce que c'est avec le 1,6 litre. L'électrique, je sais que ça porte à débat. Pour moi, ça serait la version la plus pragmatique. Entre gros guillemets. Moi, je veux trouver le vert. Il est où le vert? Pourquoi j'ai pas mon vert? Je suis très déçu, j'arrive pas à configurer mon C5 Aircross avec le magnifique vert là qui est repris du concept car qui a annoncé ce véhicule. Je trouve qu'esthétiquement, il est plutôt
pas trop mal. L'intérieur aussi, c'est plutôt bien intégré. Après, ça reste assez classique en somme. Mais il y a ce côté très cocon, un petit peu Citroën à l'ancienne, avec ses sièges très confortables. Cette tablette qui m'a l'air relativement bien intégrée, avec un gros rangement dessous. Ce côté molletonné, moelleux de la planche de bord, je trouve que ça lui va plutôt bien. Après, il est balèze, hein, il est galère. Je crois qu'il fait 4,65 m. Ça devient énorme. D'ailleurs, il est plus grand, je crois, que le DS7 Crossback, n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises, et surtout, il y a de l'espace vitré. On sent que, quand même, la philosophie Citroën, elle est un minimum respectée, mais moi, je veux trouver cette version verte. Pourquoi je n'ai pas la version verte? Pour moi, vraiment, ça change beaucoup de choses. Il est sympa avec le rouge, en plus, le rouge est gratuit. Ensuite, on l'a en bleu Eclipse. Bof. Et après, moi, ces couleurs, j'en peux plus. Le blanc, gris, noir, je vous jure, je n'en peux plus. Ça me rend barjot. Ça m'énerve. Bon, faute de vert, on va prendre le rouge qui est gratuit. Hein, faut pas non plus déconner. Et j'ai dit que je prends le rouge. Voilà. Merci, hein, parce que les configurateurs aussi, c'est un peu par moments compliqué, selon les marques. D'ailleurs, il y a une marque, le configurateur, il fait un peu pitié. Et donc, ben, ce C5 Aircross, en soi, ça reste un 3008 version Citroën et recarrossé. Donc allez, en point d'intérêt, on va lui mettre un solide 3 sur 5, possiblement mieux. Avec la couleur verte, il aurait eu 3,5. On continue, hein, parce que oui, c'est déjà terminé. Citroën, il ne propose actuellement donc plus qu'un véhicule made in France. Ça fait peur quand même, ça fait vraiment peur. Et alors Peugeot, ce qui est bien, hein, on va parler des choses positives, la plupart des Peugeot sont made in France. Moi, je vais quand même vous montrer la supercherie de Peugeot. Je sais pas si vous le voyez bien là à l'écran, parce que bon, forcément, vu que je m'enregistre, la qualité est un petit peu réduite, mais ce que je trouve d'absolument dingue, est-ce que je peux zoomer? Je peux zoomer, regardez. Non mais quand même. Vous voyez pas le gros souci? Alors là, il y a ma grosse tête. Hop. Mais est-ce que vous voyez pas le souci? Regardez l'image de la 308 restylée et de la 308 actuelle. Je sais même pas si c'est légal de faire un truc comme ça. Vous allez voir que la 308 restylée est bien plus nette. En fait, la qualité d'image est bien meilleure. Et même les lignes, regardez le profil, les lignes comme elles ressortent. Alors qu'en soi, ce sont les mêmes lignes. Hein. Le profil n'a pas changé. Et pourtant, on croirait que c'est deux véhicules qui n'ont rien à voir. L'image de la 308, donc phase 1, c'est un truc tout pourri. Et c'est vrai que ça donne pas du tout envie de cliquer dessus. Alors que, oui, ben, la nouvelle, ça donne beaucoup plus envie. Et ça, Peugeot, ça m'étonne pas de cette bande de petits chenapans. Donc, on peut pas configurer les nouvelles 308 et 308 SW. Ça reste des 308 améliorés, entre guillemets. Donc, la 308, moi, je trouve que son design était très réussi lors de sa sortie. L'une des dernières Peugeot, encore soft. Et c'est soft quand même avec de gros guillemets parce qu'il y avait quand même ces gros crocs qui descendaient bien et une certaine agressivité dans le design. Mais je trouve qu'on n'en était pas encore au moment où... avec cette 208 là, avec cette tronche étirée, je trouve ça abominable. Le 2008 pareil, en un poil moins pire parce que comme le véhicule est plus gros, c'est plus assumé, ça va un peu mieux. Mais alors sur la 208, je trouve ça affreux. La 308.1, c'était plutôt pas mal encore. Idem hein, pour la version SW. Donc allez, en point d'intérêt, on va mettre 3,5. Les soucis, c'est toujours les mêmes. De toute façon, on va se répéter beaucoup, hein, vu que la plupart des voitures made in France sont quand même des voitures historiquement française, hein, Peugeot, Renault, Citroën, hein, même si finalement Alpine et DS fabriquent plus de modèles que Citroën, hein, bravo Citroën, hein, ne lâchez rien, hein, surtout. Bref, le nouveau 3008, hein, on peut le regarder 2 secondes si vous voulez, allez on le prend. Certes, l'autonomie en électrique est vraiment bien, d'ailleurs je pense que, encore une fois, hein, comme la plupart des voitures Stellantis, la meilleure version sera la version électrique. Malgré tout, cette voiture est une régression sur quasiment tous les aspects comparé à la génération précédente. Moins habitable, moins sympa à conduire, pas plus fiable, plus grand mais qui donne pas plus d'espace, au contraire. Même en termes de présentation, certes c'est très joli mais l'ancien avait mis la barre tellement haut que finalement c'est deux écoles. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à sauver sur ce véhicule, si ce n'est forcément oui des versions électriques bien plus abouties et un design, allez on va dire... plus au goût du jour, mais je pense que l'ancien 3008, il marcherait encore très bien aujourd'hui, parce qu'il avait trop d'avance, et ici, pour moi, en fait, l'erreur de Peugeot, c'est que ce i3008 aurait dû être un i4008, la version SUV coupée du 3008, et le 3008 aurait dû garder un gabarit plus traditionnel, un peu à l'image de ce que Renault a fait avec l'Austral, et finalement, ça leur réussit bien mieux. Bref, ce 3008, j'ai l'impression que c'est quand même un demi-échec. Allez, on lui met 3 points d'intérêt sur 5, vous avez vu je suis quand même gentil. Le 5008 c'est le même avec forcément un côté bien plus habitable et puis on enlève ce gabarit de SUV coupé qui n'a pas lieu d'être. Allez on lui met 3,5 sur 5 hein. Alors jusqu'alors il n'y a eu que 2 voitures qui ont eu des bonnes notes hein, c'est à dire l'Alpine à 290, 4 sur 5 et
l'Alpine A110, 5 sur 5, masterclass absolue. L'Alpine A110, les autres c'est un petit peu plus compliqué. Et donc il y a aussi la 408 qui est encore fabriquée chez nous. Ça c'est quand même vraiment quelque chose de positif. Peugeot, ils fabriquent la plupart de leurs véhicules en France. Donc ce qui est marrant, c'est que je trouve la face avant, c'est un mix absolument parfait entre la 308 phase 1 et phase 2. En réalité, de toute façon, c'est une 308 rallongée. Hein, c'est pour ça, je pense que sur les chaînes, il y a la 308, la 308 SW et la 408. Hein. En réalité, à une ancienne époque, on aurait pu dire que c'est la 308 à coffre, sauf qu'ils l'ont quand même bien stylisé. Moi, vous savez, j'ai pour habitude de l'appeler le Urus de Wish. Bon, aujourd'hui, c'est presque la dernière berline un peu traditionnelle, même si c'est pas si traditionnel que ça dans son approche de chez Peugeot. Je préférais la 508, même si le restylage a été abominable. Allez, ce 408, on lui met 3,5 sur 5. Ce qui est finalement pas si mal que ça. Et donc on va enchaîner maintenant chez Renault. Allez, on va parler 2 secondes quand même de la R5. Voilà, voiture de l'année 2025 avec l'Alpine A290. J'ai eu l'honneur de pouvoir l'essayer, ce véhicule. Et puis je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Hein. Je pense que vraiment tout a été dit là-dessus. C'est une auto qui d'un point de vue esthétique va marquer son époque. Même à conduire, c'est très sympa. Ça marche bien. C'est joli, que ce soit l'extérieur, l'intérieur. Il y a des bonnes motorisations dessus. En revanche, c'est très cher. Trop cher pour moi. Et l'habitabilité est vraiment plus que limite. Et c'est vrai que finalement, c'était un peu la conclusion de mon essai. Finalement, une Zoé, elle en offre quasiment autant, voire plus sur certains aspects, par exemple au niveau de l'habitabilité, et surtout un rapport qualité-prix bien meilleur. Après, la Zoé, c'est vrai qu'esthétiquement, bon, elle se prend une petite claque quand même par la R5 qui est vraiment une auto magnifique. Elle est trop belle cette voiture. De toute façon, si vous voulez en apprendre davantage, vous allez visionner mon essai hein, ou même mes avant-premières que j'avais eu la chance de faire au Salon de Genève de 2024, hein, dernier Salon de Genève de l'histoire. Allez, R5, on lui met en point d'intérêt quand même 4,5 sur 5. Il fallait le faire, ils l'ont fait, bravo à eux. Voiture de l'année 2025, voiture qui met quand même un petit coup de pied dans le monde des citadines électriques. Voiture d'ailleurs électrique la plus vendue en France en 2025 et d'assez loin, et c'est mérité. Et quelques mois après la R5, il y a eu la R4. D'ailleurs la R4... je devrais pouvoir l'essayer dans pas si longtemps, voilà. Je vous balance les scoops en avant-première. Pour moi, c'est un peu compliqué cette R4. Je reconnais, oui, allez, un petit air, mais je trouve que c'est bien moins poussé que la R5. L'intérieur qui soit calqué sur celui de la R5, je trouve ça aussi dommage. Bref, il y a des points de regret, après il y a des points positifs, à l'image de ce toit ouvrant très sympa. De mémoire, l'empattement reste le même et donc l'accès aux places arrière est encore plus scandaleux sur ce véhicule hein, qui se veut être finalement un Capture version électrique. Comme la R5 se veut être une Clio version électrique et aussi c'est encore plus cher pour finalement pas beaucoup plus de choses. En plus, il y a quand même un point positif, je trouve, c'est le haillon qui est repris de la R4, c'est-à-dire un seuil de chargement extrêmement bas, et ça je sais que ça peut faciliter le quotidien, c'est des petites astuces, mais ça fait la différence sur des années et des années à avoir le même véhicule. Je peux comprendre que ça puisse être un choix valable, après c'est vrai que je suis moins convaincu que sur la R5, qui, de par certains aspects, bah déjà un petit peu déçu. Hein. La R4, pour tout ceci, on va lui mettre 4 points d'intérêt sur 5. Ça reste quand même une chouette réalisation. Après, quand même, attention Renault à ne pas nous sortir que du néo-rétro. Après, je pense qu'ils ont compris la leçon Renault parce qu'avec leur nouvelle Clio, là, clairement, on n'est pas du tout dans du néo-rétro. On est dans du tout sauf Renault. On est dans du Peugeot, Mazda, Toyota, Ford, Seat, mais pas du Renault, mais au moins, bah, écoutez, ça change un petit peu. Il y a une autre voiture, moi cette voiture, je la trouve hyper sympa, mais alors, je pense qu'elle a eu un petit peu le derrière entre deux chaises. C'est l'ancien design Renault, malgré tout, il y a le nouveau logo, il y a certains petits aspects qui sont nouveaux, mais à la fois elle est un peu à l'ancienne. Bref, on sent qu'elle sait pas trop se positionner, cette pauvre Mégane. Je pense qu'un prochain restylage va lui faire du bien pour être bien intégré à la gamme, parce que là, elle a les codes un petit peu à l'ancienne, malgré tout. C'est une auto très aboutie, hein, sûrement l'une des meilleures berlines compactes électriques. Pour moi, ça c'est meilleur qu'une ID3. C'est un très bon choix. Après, là, en termes de tarifs, c'est n'importe quoi, autour de 40 000 euros. Il faudrait regarder en loyer. Voilà, par contre, autonomie, c'est vraiment intéressant aussi. D'occasion, pourquoi pas. En loyer, pourquoi pas. Acheter neuf comme ça, je trouve que c'est quand même vraiment un investissement. Je lui donne malgré tout 4 points d'intérêt sur 5 parce que c'est une voiture qui, dans un gabarit vraiment réduit, hein, fait quasiment la taille de la R4. Pour le coup, elle va être plus habitable et même, c'est un meilleur châssis. Ça va être quelque chose de mieux. Par contre, c'est trop cher. Là, ils ont pété un boulon, c'est n'importe quoi ces tarifs. Il y a un dernier véhicule
Made in France chez Renault, et pas n'importe quel véhicule, le Scénic électrique. Moi je trouve que c'est l'un des meilleurs SUV monospace, bon ça reste un SUV maintenant aujourd'hui, faut pas déconner, qui existe sur le marché. D'un point de vue esthétique, il est très cool. D'un point de vue autonomie de mémoire, il est à 623, voilà, on n'était pas loin, pour des tarifs plutôt intéressants. Là, c'est en loyer mensuel 339 € par mois pour une famille, je trouve que c'est plutôt ok. Et après, bon, on va avoir l'interface nouvelle, mais déjà presque un peu à l'ancienne de Renault, malgré tout, c'est hyper intuitif, hyper ergonomique. Bref, pour moi, c'est la seule véritable voiture qui peut regarder la Tesla Model Y en face et lui dire « Attention Coco, nous aussi on est là et on rigole pas. Voiture de l'année 2024, bon par contre prix total 47 000 €. Made in France, je vous le répète quand même, parce que ça aussi, il faut le prendre en compte. Hein. La Tesla Model Y, il y en avait beaucoup qui étaient made in China de mémoire. Après, je crois qu'il y en a qui sont fabriqués de nos jours en Allemagne. Mais si vous voulez soutenir l'industrie française, plutôt qu'une Tesla à l'image douteuse, au moins le Scénic E-Tech, ça c'est un très bon véhicule. Vous savez quoi, je vais lui donner 4,5 sur 5 en point d'intérêt. Parce que pour moi, le seul défaut, entre guillemets, c'est qu'il s'appelle Scénic. Et c'est qu'il n'est vraiment pas ingénieux, modulable comme un Scénic. Et ça, c'est dommage. Je sais que tous les constructeurs ont tendance à faire ça de nos jours. Mais moi, ça me chagrine véritablement. Et c'est donc ainsi... Eh ben non, je vous ai bien feinté. Et oui, il n'y a pas que les constructeurs français qui ont le droit de fabriquer en France. Il y a d'autres constructeurs qui peuvent. Par exemple, un constructeur qui me tient particulièrement à cœur, non je rigole, hein, c'est Opel, hein, même si ça va mieux. Hein. Vous savez, Opel a été sauvé de la faillite par PSA à l'époque, hein, donc aujourd'hui Stellantis. Et donc le Mokka, c'est un véhicule made in France en réalité. C'est un Peugeot 2008 slash DS3 et donc slash Mokka. Et pour être honnête avec vous, je trouve que d'un point de vue esthétique, il est très réussi ce petit Mokka. L'habitacle, je trouve que c'est pas si fou que ça, mais il a quand même de l'allure, ce petit quelque chose qui fait plaisir. Hein. Mokka ose la différence. Alors ce qui est quand même très drôle, c'est que le 2008 n'est pas made in France, le DS3 Crossback est made in France, et donc le Mokka est aussi made in France. Le Mokka, moi je trouve que c'est plutôt une bonne voiture. Par contre, il sera comme le DS3, c'est-à-dire vraiment pas très habitable, et l'intérieur... Le DS3 c'est très bizarre, mais au moins il y a quelque chose qui se passe. Là c'est d'un classicisme absolu. Bref, ce bon vieux Mokka, on va lui mettre quand même l'honorable note de 3,5 en point d'intérêt, parce qu'il est moins cher qu'un DS3 Crossback. Vous pensiez que j'allais m'arrêter ici? Ben non, hein, parce qu'il y a quand même la Yaris Cross et la Yaris qui sont aussi fabriqués en France. Et merci Toyota hein, de pouvoir permettre à beaucoup de gens de vivre tout simplement en fabriquant ces voitures qui sont en plus très réussies. Hein. Moi les Yaris pour moi c'est l'une des meilleures de la catégorie. Pour moi dans la catégorie il y a 3 citadines qui sont vraiment au-dessus du lot. La Jazz, la Yaris et la Clio. La Clio elle va être super que ce soit en diesel, GPL, essence. En hybride le mieux pour moi de tout ça reste la Jazz, mais la Yaris la talonne. La Jazz pour moi elle est un cran au-dessus sur quasiment tous les aspects si ce n'est l'aspect esthétique où la Yaris se montre bien plus sympathique. Et aussi niveau tarif, la Yaris est plus abordable et ça c'est un point à ne pas négliger. Donc la Yaris, excellente automobile, au même titre que la Yaris Cross, hein, c'est pareil, la Yaris Cross pour le coup, moi je vous conseillerais même peut-être largement plus un HR-V pour le coup, qui est plus qualitatif mais aussi plus cher, hein, donc voilà, ça sera à vous de voir. Bref, la Yaris Cross pour moi ça prend 4,5 sur 5 et la Yaris, étant donné qu'en plus c'est vraiment moins cher, ça prend 5 sur 5 de points d'intérêt. C'est quand même une dinguerie de se dire que les Clio, que les 208, que les C3 ne sont pas fabriqués en France et que la seule citadine fabriquée en France, c'est la Yaris. Rien que pour ça, achetez des Toyota Yaris, surtout que ce sont d'excellentes voitures. Je vous inviterai à regarder mon essai si jamais vous ne la connaissez pas. Franchement, elle m'avait bluffé. Merci Toyota, encore une fois, de penser à produire vos véhicules chez nous. Vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, les autres constructeurs aussi. Hein. Prenez-en de la graine parce que franchement, ça ferait du bien aussi d'avoir une industrie automobile, pourquoi pas française, qui fabrique en France. Mais bon, hein, après, je vous dis ça, hein, je sais qu'il y a énormément de contraintes. Mais bon, il y a certains constructeurs qui arrivent quand même et en plus, qui nous proposent des tarifs plutôt... je trouve bien placé. Et c'est ainsi, mes chers atmophiles, que cette vidéo se termine. Je tourne le jeudi 11 septembre, donc suite
au 10 septembre, la fameuse journée où tout est parti à volo en France. Non, finalement, c'était pas tant chaotique que ça, mais c'est vrai que la France, en ce moment, on a connu mieux. Et si ça peut motiver certains d'entre vous d'encourager des productions locales, écoutez, j'aurais tout gagné avec cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire quel véhicule vous intéresse. Est-ce que vous êtes pour ou contre le Made in France? Bon, être contre le Made in France, ça pourrait paraître étonnant, mais pourquoi pas, hein? N'hésitez pas à me développer tout ça depuis l'espace des commentaires. Un immense merci à tous ceux qui mettent le like, l'abonnement, c'est hyper important. Actuellement, il y a la petite nouveauté Boost. N'hésitez pas à booster la vidéo aussi pour qu'elle perce la stratosphère. J'ai bien sûr une pensée particulière envers tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit depuis Patreon ou YouTube rejoindre. Vous êtes les atmophiles ultimes, malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le plus important? Ben, c'est de prendre soin de soi. Vous prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, ciao, ciao.